Aujourd'hui, nous avons souhaité organiser cette conférence de presse suite à la proposition de loi numéro 1525 visant à abolir la corrida que j'ai présentée, enfin que j'ai déposée, et qui a été co-signée par le moment par 13 autres parlementaires qui visent évidemment à supprimer la corrida, en particulier le 7e alinéa de l'article 521-1 du Code pénal, puisque, vous le savez, nos contemporains qui sont conscients des souffrances que peut ressentir tout être sensible doué de mémoire ont étendu aux animaux qui sont sous notre responsabilité une protection juridique quand il s'agit de sévices graves, à ceci près qu'ils ont exclu des sévices graves en les considérant comme légaux. C'est quand même un petit peu aberrant, quand il y a une tradition locale ininterrompue, quand cette tradition peut être invoquée, et on évoque en particulier les courses de taureaux ou les combats de coqs. Moi, je considère qu'on ne peut pas à la fois condamner des actes qui sont considérés comme contraires à l'éthique et s'incliner devant le poids d'une tradition. Parce que pour faire un parallèle, à ce moment-là, on aurait pu dire l'esclavage n'est pas bien, mais il y a une tradition d'esclavage dans les États du sud de l'Amérique et dans en Martinique et en Guadeloupe, donc on va le maintenir. Ça me semble complètement aberrant. Donc nul n'ignore que la souffrance physique est toujours de la souffrance, quel que soit l'être sur lequel elle porte. Les taureaux qui sont programmés pour les corridas subissent une préparation au combat et sont l'objet de tortures infligées sciemment à un animal à l'arme blanche jusqu'à ce que la mort mette fin à cette attraction dédiée au plaisir de certains de voir souffrir et mourir. Je pense qu'on ne peut pas accepter ce soi-disant divertissement qui voit souffrir et tuer un animal. Je vous rappelle que la Grande-Bretagne a aboli la chasse à courre, le Tadjikistan a interdit les combats de coqs. En Espagne, 14 villes de Catalogne se sont déclarées villes anti-corrida. Je pense que la France pourrait s'enorgueillir de faire au moins aussi bien que le Tadjikistan avec ces combats de coqs. Donc ce que je propose dans cette proposition de loi qui est tout simple, c'est simplement d'abolir l'alinéa 7 de l'article 521-1 du Code pénal, cet article 7 qui dit que toutes les dispositions qui condamnent les sévices graves ou de nature sexuelle ou commettent un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Mais malheureusement, l'alinéa 7 dit les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée, ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Donc ce que je propose par cette proposition de loi, c'est simplement d'abolir l'article 7 pour qu'il n'y ait plus de différence qui soit faite entre les sévices qui sont appliqués aux animaux dans leur ensemble, les corridas et les combats de coqs, malgré les traditions ininterrompues, c'est-à-dire qu'on ait un article 521-1 du Code pénal qui ne prévoit plus ces exemptions qui sont complètement hors du temps. Voilà la proposition de loi que j'ai déposée et que j'espère que nous arriverons, grâce à la mobilisation de tous, à faire étudier et à faire en tout cas regarder par l'Assemblée nationale. Vous savez que c'est le gouvernement qui maîtrise l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et donc il faut que le gouvernement accepte d'inscrire cette proposition de loi à l'étude du Parlement. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'il y ait une mobilisation importante auprès de vos députés locaux pour qu'ils co-signent la proposition de loi et pour qu'ils demandent au gouvernement de l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Je vais peut-être vous passer la parole, parce que je pense que vous voulez aussi
nous dire un petit mot, puis après on pourra passer aux questions si vous le souhaitez. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Alors d'abord, merci infiniment au député Damien Meslot d'avoir déposé cette proposition de loi, puisque nous savons bien que c'est la seule et unique solution pour en sortir de cette situation épouvantable que nous vivons, nous, dans le sud de la France, puisqu'on est un certain nombre à y habiter. Pouvoir torturer tranquillement des taureaux, des chevaux aussi, dégâts collatéraux de la corrida, sous couvert d'une tradition locale ininterrompue. Alors, ce que je voudrais préciser, c'est que nous avons la chance d'avoir effectivement 3 propositions de loi en vigueur. Alors pourquoi 3? Certains nous disent une suffirait bien. Il se trouve qu'il y a des députés qui veulent signer les propositions de loi de leur parti politique. Donc finalement, c'est plutôt une bonne chose de les multiplier, puisque nous, notre vision, elle est globale, bien entendu, et c'est d'avoir un maximum de députés abolitionnistes. Donc la première info que je voudrais communiquer, c'est le fait que nous avons à ce jour, et la liste est à votre disposition, 89 députés abolitionnistes à l'Assemblée nationale, soit ayant signé l'une des 3 propositions de loi en vigueur, soit ayant signé une proposition de loi d'une législature précédente, mais qui est devenue caduque, mais ils sont abolitionnistes, soit ayant signé le manifeste du Crack Europe. Donc 89 députés, ça n'est absolument pas anecdotique. Tout notre problème, c'est de savoir à quel moment on pourra considérer que cela devient indispensable, et je dirais incontournable, de mettre une proposition de loi, celle du député Meslot, par exemple, à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Faudra-t-il que nous arrivions à 289 députés signataires et abolitionnistes déclarés avant même le débat, c'est-à-dire que ce sera plié d'avance parce qu'on aura la majorité absolue avant même le débat. Donc ça, c'est la question qu'on pose dans cette enceinte, nous en tant qu'association. Nous souhaitons, et c'est important je pense de le dire, nous souhaitons le débat démocratique. Ce que nous refuse le monde de la tauromachie, ce que refuse une quarantaine, une cinquantaine de parlementaires aficionados qui ont tendance à confondre leur passion personnelle et la démocratie française. Et ça, pour nous, c'est parfaitement insupportable qu'une toute petite minorité, sur 577 députés tout de même, puisse faire jusqu'à présent un peu la pluie et le beau temps, puisque je rappelle aussi que la première proposition de loi date de 2004 quand même. Elle était d'ailleurs UMP également, puisque c'était Madame Marlan Militello, députée des Alpes-Maritimes, très courageuse, qui se faisait insulter par ses collègues aficionados dans l'hémicycle, avec des olés qui sont très élégants, hein, et il faisait semblant de lui mettre des banderilles dans le dos. Voilà ce que c'était en 2004 pour Madame Marlan Militello. Bon, donc ça c'est la première chose. Alors nous, comme vous le disiez très bien, nous mettons totalement à disposition des députés abolitionnistes, et bien sûr, au premier chef, des dépositaires des propositions de loi, pour faire tourner le compteur des députés abolitionnistes. Raison pour laquelle, parce que la solution, elle est là, nous savons, nous avons beaucoup appris depuis une dizaine d'années qu'il y a des propositions de loi, il faut des signatures. Donc, la deuxième information que je voudrais communiquer, donc la première, 89 députés abolitionnistes à l'Assemblée nationale, la deuxième, donc nous avons mis au point ce qu'on appelle un vadémécum du chargé de mission Crack Europe, en l'occurrence, faire en sorte que tout citoyen qui le souhaite puisse se former auprès de nous pour devenir en quelque sorte un lobbyiste, c'est-à-dire aller à la rencontre de son député, de son sénateur éventuellement, mais actuellement nous n'avons plus de proposition de loi au Sénat, puisqu'avec le renouvellement, la proposition de loi qui existait est devenue caduque, donc il faudra en générer d'autres au Sénat. Donc aller à la rencontre des députés, dans leur circonscription autant que possible, et que ça remonte de la base, et que, y compris dans le Sud, parce que dans le Sud, je rappelle que nous sommes également majoritaires pour l'abolition, ça gêne beaucoup les aficionados de le dire, il faut quand même le répéter, nous sommes majoritaires partout, et donc faire en sorte que les députés puissent signer avec un certain nombre d'arguments. Un certain nombre d'aficionados ont voulu nous faire passer, nous, Crack Europe, pour des terroristes, au prétexte que nous faisons des actions de terrain,
de désobéissance civile, toujours pacifique. Et je tiens à redire aussi dans cette enceinte que les blessés, depuis 3 ans que nous faisons des actions dans les arènes, les blessés sont toujours dans notre camp, parfois graves. Il y en a un ici qui est en train de prendre des images, qui a eu un traumatisme crânien fin août 2012 à Rion-des-Landes. Tout de même, voilà la violence qui se déchaîne contre nous. La violence des aficionados, en 2011, dans le dossier de presse, vous avez un DVD qui montre la réalité où une cinquantaine d'aficionados se sont rués sur nous en octobre 2011 à Rodillan, près de Nîmes, parce que nous étions enchaînés et sans défense dans les arènes. Et il y a eu des côtes cassées, et il y a eu des soutiens-gorge arrachés, et il y a eu des lances à incendie mises dans les oreilles de militants. Voilà le beau petit monde de la fissionne dans toute sa splendeur. Bon, donc la violence, elle est en face, elle s'exerce sur des animaux, elle peut s'exercer aussi sur des humains quand l'occasion se présente. Le monde de la fissionne l'a prouvé. Donc, il faut absolument, et nous formons déjà une centaine d'exemplaires de ce Vademecum a été diffusé directement auprès de militants, donc ça n'est pas téléchargeable, parce qu'il ne faut pas mettre ça entre n'importe quelle main. Il ne s'agit pas que quelqu'un aille faire des remarques déplacées auprès d'un député ou d'un sénateur, c'est hors de question. Nous gardons la maîtrise de ce document, nous formons celles et ceux qui le souhaitent pour faire passer l'information, parce qu'il suffit de dire les choses, ou il suffit de montrer les images pour que l'insoutenable soit enfin reconnu, parce que quand un député, un sénateur, un ou une, voit 3 minutes de corrida sur un lecteur DVD, eh bien il est épouvanté à 99%, parce que c'est insupportable en 2014 de continuer. Alors, parce qu'il faut des arguments, Roger Lana, ici présent, vice-président du CRAC Europe, a fait un travail d'investigation gigantesque depuis 2 ans pour, dans un ouvrage, Corrida la honte, mais je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse développer, a été remis aux 925 parlementaires. C'est un gros travail, c'est un coût, mais c'est important pour nous de diffuser l'information auprès de tous les députés, tous les sénateurs. C'était il y a quelques semaines. Donc, aucun parlementaire ne peut dire dorénavant « je ne savais pas ». Aucun parlementaire ne peut dire « je ne savais pas que ça coûtait de l'argent public ». Nous sommes en période de crise économique. Quand même, à Bayonne, c'est 1 million d'euros de déficit sur 5 ou 6 ans. Rien que ça. Et partout, c'est déficitaire. Absolument partout. Ça n'existe que grâce à de l'argent public. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous démontrons, et vous l'avez dans le dossier de presse, que les Français, sondage après sondage, démontrent qu'ils rejettent la corrida, et de plus en plus. Donc, où est la démocratie si une petite minorité peut imposer un spectacle épouvantable qui n'est qu'une exception à la loi? Ensuite, quand on aime la corrida, eh bien on accepte. Je rappelle que le CRAC Europe, c'est le CRAC Europe pour la protection de l'enfance. Certains nous disent, mais que viennent faire les enfants là-dedans? Ben, tout simplement, quand on veut faire des corridas, il faut habituer les enfants jeunes. Donc la plupart des entrées des arènes dans le sud de la France sont gratuites pour les moins de 10, 12, 16. Bayonne a battu un record cette année, gratuit pour les moins de 18. C'est une telle désaffection des arènes pour les jeunes qu'il faut qu'il y ait des enfants qui viennent. On a ici un spécialiste, le docteur Richier, qui pourra peut-être aussi en parler. Il y a un collectif qui s'intéresse au sujet pour dire qu'on déforme la jeunesse en envoyant des enfants, même si les parents sont complices, voir des corridas. Quand on veut des corridas, ça signifie aussi qu'on accepte les écoles de tauromachie. Le mercredi après-midi, le samedi après-midi, des enfants dans 5, 6 écoles. Je précise que ce n'est pas l'éducation nationale, bien entendu, heureusement. Ce sont des écoles loi de 1901 qui permettent à des enfants de transpercer des veaux qui hurlent de douleur. On a des images de ça, parce qu'il faut commencer jeune pour être un torero. Et enfin, il y a le prosélytisme dans les écoles, de la maternelle jusqu'à l'université, pour dire aux jeunes, venez, c'est bien, c'est intéressant. Donc il y a cet aspect-là aussi, si on accepte la corrida, on accepte que des jeunes rentrent dans ce bouillon absolument insupportable. Voilà. Donc je finirai juste sur notre stratégie. Je vois Madame Abeille qui est présente, merci infiniment d'être là, puisque ce n'était pas sûr qu'elle puisse venir. Donc dépositaire de l'une des 3 propositions de loi pour l'abolition à l'Assemblée nationale. Je finirai juste sur notre stratégie. Il se trouve qu'à l'occasion
de l'élection présidentielle de 2012, nous avons rencontré beaucoup de conseillers de futurs présidents ou de candidats qui nous ont dit vous devez, on est d'accord avec vous, c'est une horreur, mais vous devez créer des rapports de force dans le sud de la France parce que nos collègues députés du sud nous disent mais dans le sud tout le monde aime ça. Si vous supprimez, si vous abolissez, ça va être la révolution dans le sud. Or bien sûr, c'est totalement faux. Donc nous avons commencé, j'allais dire à la demande de conseillers de présidents actuels tout de même, nous avons commencé nos actions type Rodillan, c'est-à-dire des actions totalement pacifiques, où nous sommes les seules victimes, je le rappelle. Et effectivement, ça a fait boule de neige, et effectivement, 2014 bat des records, où vous avez maintenant des actions citoyennes, des citoyens qui se mettent en danger, qui vont sauter dans des arènes, qui vont devant les arènes pour manifester pacifiquement. Et je répète, pardon, je suis lourd, mais aucun aficionado n'a jamais été blessé. Jamais. Même pas égratigné, rien. Certes, il y en a un qui a reçu un peu de peinture rouge sur la tête. Enquête coupable. C'est tout. C'est tout. C'est un entartage version anti-corrida. C'est tout. Donc, nous ne sommes pas des violents, nous sommes pacifiques, on veut nous faire passer pour autre chose. Et vraiment, merci infiniment pour votre soutien à tous les deux. Merci de nous permettre d'être ici pour remettre les choses à l'endroit. Notre stratégie maintenant a abouti dans le Sud. Plus personne ne peut dire la corrida c'est anodin. La corrida se passe tranquillement, ça ne gêne personne. Plus personne ne peut le dire, puisque sur 65 à 67 villes et villages dans le sud de la France qui organisent des corridas, dans plus de 50 cette année, on fera les comptes détaillés bientôt, dans plus de 50, il y a eu des actions anti-corrida. Et ils ont tellement peur, quand il n'y a même pas d'action anti-corrida, il y a 3/4 de CRS et aucune manifestation. Ça aussi, ça coûte très cher quand même aux contribuables. Est-ce que ce ne serait pas plus simple de faire un débat démocratique à l'Assemblée nationale que de continuer à envoyer des centaines de CRS pour nous taper dessus? On pose la question. Parce que je ne veux pas faire de récupération, je n'en ferai aucune. Mais comme on le disait juste avant cette conférence de presse, le coup près est passé très près pour nous aussi plusieurs fois, avec des militants dans le coma, alors que nous sommes totalement pacifistes, soit dans le coma parce que des aficionados sont violents, soit parce que les forces de l'ordre deviennent violentes, pour nous dissuader de continuer à témoigner. Donc l'heure est grave sur notre sujet aussi, et nous réclamons ce fameux débat. Je vais peut-être passer la parole à notre collègue Laurent Saveille, parce qu'il est en réunion de groupe, donc elle est venue, donc on va tout de suite, si vous le voulez bien, lui passer la parole, pour qu'elle puisse retourner auprès de son groupe. Merci, oui. Donc, effectivement, bonjour à tous. Je suis en réunion de groupe qui se tient à quelques dizaines de mètres d'ici, donc voilà, il y avait une discussion qui s'est engagée, je me suis dit que je pouvais m'éclipser, mais pas plus de quelques minutes. Donc je tenais à être là, parce que nous sommes quelques-uns, pas assez nombreux encore, mais quand même quelques-uns, à demander l'abolition de la corrida. Alors on essaye par différents moyens, mais le soutien, l'action associative, l'action citoyenne en lien avec l'action politique, elle est évidemment essentielle. C'est-à-dire qu'on n'y arrivera jamais si l'opinion publique ne se mobilise pas via les associations, mais pas seulement, des événements que vous pouvez créer. Et moi j'ai le sentiment quand même que depuis peut-être depuis un an, je ne sais pas, vous me direz si je me trompe, mais il y a une évolution dans l'opinion publique sur cette histoire de la corrida. Il y a une évolution sur la question de la façon dont on traite les animaux de façon générale. Donc la corrida fait partie aussi évidemment de la façon dont on traite les animaux. J'ai en commission, alors on a une loi sur la biodiversité qui est en cours d'examen, si je puis dire, puisqu'elle est déjà passée en commission et elle n'est pas encore passée dans l'hémicycle, on l'attend au printemps, je ne sais pas quand. Mais dans cette loi, j'ai fait voter, avec le soutien de la ministre Ségolène Royal, un amendement qui instaure la pénalisation de la cruauté envers les animaux sauvages. Il existe aujourd'hui envers les animaux domestiques, mais pas les animaux sauvages. Donc ça peut être aussi, si cet amendement va au bout, c'est-à-dire reste dans le texte et est adopté dans la loi sur la biodiversité, ça aura été encore un pas franchi vers la considération des animaux de manière générale, notre façon de les traiter, et évidemment, de façon assez mécanique, la question de la corrida ne va plus pouvoir être supportable. Moi, je rappelle toujours que c'est
c'est très récent dans l'histoire de France, la corrida. Enfin, si on regarde l'histoire de France, quand on voit que ça n'a finalement commencé que au XIXe siècle, je ne sais pas exactement quand, et que par ailleurs c'est interdit dans un certain nombre de pays aujourd'hui, on ne peut pas rester les derniers farouches amateurs de massacres de taureaux dans des conditions abominables. Donc voilà, je pense qu'il y a une évolution petit à petit. L'action que mènent les associations est absolument essentielle dans ce domaine, et je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie maintenant de rejoindre le combat des associations sur ce sujet. Et nous, politiques, on a vraiment besoin de ça pour justement instaurer ce fameux rapport de force, de façon à qu'à un moment donné, on aboutisse à une abolition de cette pratique que je n'arrive pas à qualifier d'ailleurs, pour tout dire. Donc voilà, que je trouve absolument indigne de la civilisation dans laquelle nous vivons. Moi, je voulais juste vous dire ça, vous dire merci pour ce que vous faites, et on continuera évidemment à échanger. Je salue l'association L214 ici qui est présente, à échanger sur les questions animales, parce que pour moi c'est un des sujets majeurs dans mon combat politique. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli si gentiment. Merci en tout cas à toi, et puis bonne réunion de groupe. Alors voilà, vous voyez, on est tous, on ne s'est pas consulté, on est tous sur la même ligne. On a besoin de vous aussi pour faire pression, parce que c'est vrai qu'un certain nombre de nos collègues sont peut-être plus dans le sud que moi je suis de l'Est, donc c'est pas une tradition, ça ne l'a jamais été, mais certains de nos collègues ont un peu peur de co-signer les propositions. Donc le fait de sentir une pression et de savoir qu'il y a un mouvement populaire, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour pousser le gouvernement à inscrire à l'ordre du jour la proposition de loi, ou accepter un jour, puisqu'on a parlé des propositions de loi. Si demain le gouvernement acceptait, on pourrait rapidement, les trois parlementaires, se mettre d'accord sur une seule proposition de loi, hein, c'est pas un souci, mais c'est soit une proposition de loi, soit un amendement, comme le disait ma collègue, sur un texte qui pourrait supprimer, puisqu'un amendement bien placé dans un texte peut aussi aboutir à l'objectif que nous suivons, mais il faut pour cela qu'il y ait une majorité et que le gouvernement accepte que l'amendement passe. Voilà, je crois que vous vouliez, Monsieur le Vice-président, prendre la parole maintenant. Excusez d'avoir... mais bon, je trouvais important que ma collègue, avant de partir, puisse intervenir. Merci. Bien, merci. Effectivement, oui, c'était très important qu'elle puisse s'exprimer aussi et confirmer aux yeux de tous que la question de l'abolition de la corrida n'est pas une question de parti politique, que nous respectons tous, mais bien d'un choix de société et qui est transversal à tous les partis. J'ai donc écrit ce livre dont on a parlé tout à l'heure. Ce livre se veut factuel, il cite énormément de sources. Ce n'est pas un pamphlet, ce n'est pas de la propagande au sens le pire du terme. C'est une série d'informations qui sont étayées, que chacun peut vérifier, et qui montrent que la corrida est non seulement une torture abominable sur des animaux, ce dont nous sommes tous conscients ici, mais que le monde de la tauromachie est fondamentalement mafieux. Il faut dire les mots tels qu'ils sont, puisqu'il regorge d'histoires d'arnaques fiscales, de violences en réunion, de déviance sexuelle et de choses plus abominables les unes que les autres, ce qui confirme ce que bien des psychologues savent, comme notre ami ici présent, c'est que quelqu'un qui est prêt à torturer et à faire du mal à un animal, le fait en général aussi sur les humains, sous diverses formes. La corrida disparaîtra de toute façon, parce que c'est une anomalie totale, en particulier à notre époque. Elle va s'effondrer de toute façon pour des raisons économiques, puisqu'elle ne tient debout que grâce à des subventions, qui finiront par disparaître tôt ou tard. Elle disparaîtra parce que les aficionados sont vieillissants et qu'à un moment ou à un autre, ils disparaîtront de la surface de la planète sans aucun renouvellement suffisant pour que les corridas continuent. Mais nous, en tant qu'association, nous ne voulons pas attendre 10, 15 ans que la corrida disparaisse de sa mort naturelle. Nous voulons qu'elle disparaisse au plus tôt, parce que chaque année, c'est de nouveau des centaines, des milliers, et même des centaines de milliers de taureaux qui sont tués à cause des corridas. Je dis des centaines de milliers parce qu'on voit ceux qui meurent dans les arènes, mais on ne voit pas tous ceux qui meurent pendant les entraînements, dans les élevages, etc.
et une estimation de CAS International, qui est une très très grosse association anti-corrida, qui est curieusement hollandaise, mais qui a 15 000 membres, ce qui est admirable, a fait cette évaluation et a estimé qu'il y avait 250 000 taureaux qui étaient tués chaque année pour les besoins de la corrida. Donc 12 000 dans les arènes, mais 250 000 en tout. Il faut que ça disparaisse au plus tôt. C'est absolument inacceptable, c'est éthiquement inacceptable, c'est moralement inacceptable. Et c'est pour ça que ce livre peut avoir un intérêt. Nous sommes satisfaits, même si c'est paradoxal, de voir que la seule attaque qu'a subi ce livre depuis qu'il est sorti, c'est sur sa couverture, puisqu'elle représentait une statue de torero tachée de faux sang, et que ça a été jugé comme un blasphème par la secte des aficionados, et qu'ils ont obtenu l'interdiction de cette couverture, mais que c'est la seule chose qu'ils ont pu attaquer. Les 300 et quelques pages que contient ce livre n'ont jamais été attaquées par personne. Tout ce qui est dedans est validé, aucune attaque en diffamation de quelque sorte que ce soit n'a eu lieu. Une nouvelle version de ce livre va sortir avec une nouvelle couverture, elle fera 90 pages de plus. Les quelques pages qui restent à écrire s'écrivent en ce moment même où je vous parle, puisque je vais bien sûr rajouter une ou deux pages sur ce qui s'est passé aujourd'hui, et sur le fait que nous sommes sur une pente maintenant extrêmement pleine d'espoir, puisque nous avons des hommes politiques, des députés qui jouent leur rôle tel qu'on en rêve, et qui sont en train de s'élever contre cette abomination. La corrida ne pourra disparaître rapidement que si c'est le résultat d'une abrogation de cet alinéa tout à fait indigne qui dépénalise quelque chose qui est légalement pénal et pénalisé partout ailleurs. Donc merci monsieur le député et merci à vos confrères qui vont soutenir ces propositions de loi. C'est grâce à vous que nous finirons par faire supprimer cette horreur beaucoup plus vite que par sa mort naturelle. Merci à vous et merci aussi à tous les militants, parce que c'est vrai qu'on parle des parlementaires, mais c'est aussi tous les militants qui se mobilisent, qui sont blessés. Moi j'ai une militante du territoire de Belfort, dans mon département, Chantal Giraud, qui a été blessée lors d'une manifestation pacifique, et quand on la connaît, c'est bien que ce n'est pas quelqu'un de violent, un tout petit bout de femme très sympathique, et elle a subi une charge extrêmement violente et elle a été blessée. Et j'ai d'ailleurs posé une question au ministre de l'Intérieur pour lui demander comment il justifiait cet usage disproportionné de la force face à des manifestants, parce qu'on peut comprendre que la police intervienne et prenne les manifestants pour les enlever. On comprend assez mal qu'on le fasse de façon aussi violente alors qu'une manifestation est pacifique. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle ou des remarques ou des interventions que vous souhaitez faire à ce moment précis. Juste si vous me permettez de vous présenter, de présenter à tout le monde Jean-Marc Monteny, qui est le président de l'association Animaux en péril. Donc la lutte est aussi européenne, puisque la Belgique est avec nous dans nos actions de terrain depuis déjà 10 ans, depuis 2004, où on avait commencé à sauter dans des arènes en 2004, et ça avait été assez confidentiel à l'époque. Et donc Jean-Marc est très très impliqué, Animaux en péril est très impliqué, et c'est vrai que nous sommes un peu, en France, sur ce sujet, la honte de l'Europe, puisque rappelons tout de même que la corrida est espagnole. Qu'est-ce qu'elle fait en France? Donc, je ne sais pas si vous permettez que Jean-Marc puisse dire quelques mots. Voilà, bonjour, et tout d'abord je présente mes excuses évidemment pour le retard, mais arrivé de Belgique à Paris, un jour de grève des transports, j'ai mis 5h30. On n'avait pas prévu la grève des transports. Enfin, 3 heures de route, plus 2h30 d'embouteillage, donc je suis vraiment sincèrement désolé. Donc j'imagine que pratiquement tout a été dit, je vais juste effectivement confirmer ce que dit Jean-Pierre. Nous soutenons le CRAC, la lutte anti-corrida, mais particulièrement le CRAC depuis maintenant 10 ans. Alors ça peut paraître paradoxal, parce qu'effectivement il y a assez d'associations en France pour lutter contre ce phénomène barbare, mais c'est vrai que nous, Belges, quand on regarde nos voisins outre-Kiévrin, on est toujours un peu attristés de voir à quel point cette France a tellement de retard en matière de droits des animaux. La Belgique, ça peut paraître prétentieux, j'ai dit ça moi-même, mais nous avons effectivement 20 ans d'avance au niveau légal, c'est confirmé d'ailleurs par Brigitte Del 214. À tout point de vue, je n'ai pas évidemment ici cité la longue liste des avancées en Belgique, mais dernièrement, par exemple, la Belgique a interdit
l'utilisation des animaux sauvages dans les cirques. Les combats de coqs qui existaient en Belgique sont abolis depuis plus de 30 ans, mais il faut savoir que dans quelques mois, les élevages d'animaux à fourrure seront également interdits, en tout cas en région francophone du pays, en Wallonie. Enfin, tout ça pour vous dire que chaque année, depuis la loi de 1986, qui est la première loi en Belgique, la première véritable loi qui protège les animaux, donc bientôt 30 ans qu'elle existe. Et il faut savoir que depuis, il y a eu énormément d'avancées sur le terrain politique. Nous avons 3 ministres en Belgique qui gèrent le bien-être animal, un ministre par région, avec la protection animale dans leurs intitulés. Ce qui veut dire que ce sont bien des ministres du bien-être animal qui sont évidemment totalement indépendants de l'agriculture et des dirigeants qui s'occupent de l'exploitation animale. Donc il y a un véritable distinguo, ce sont des ministres qui protègent vraiment les animaux. Et tout ça pour dire que nous, Belges, on se sent quelque part très très motivés d'aider nos voisins qui parlent la même langue que nous, en tout cas pour les francophones, parce que vraiment en France, tout est à faire, et comme le disait Jean-Pierre, la France est vraiment le plus mauvais élève de l'Europe en matière de droits des animaux sur le terrain politique. Mais je pense que depuis 2 ou 3 ans, peut-être même un peu plus, les choses sont vraiment en train de changer. Et je me réjouis d'ailleurs de voir Brigitte, responsable de l'association L214. Il y a un véritable mouvement des droits des animaux. On ne se cantonne plus à la protection des chiens et des chats, avec la simple gestion de refuge. On a des militants, notamment, comme je disais, L214, mais de CRAC, qui sont dans des domaines spécifiques, les animaux de ferme, la corrida, et qui luttent efficacement au niveau politique, bien sûr, et au niveau pédagogique. Et c'est pour ça que c'est ces associations-là qu'on soutient particulièrement, parce qu'il est évident que l'avenir des droits des animaux en France devra passer par le monde politique, comme il est passé par le monde politique en Belgique. Je terminerai juste pour dire qu'on reproche parfois au CRAC de lutter de manière radicale. D'ailleurs, c'est dans son nom. Il faut savoir que c'est incontournable, c'est quelque chose de tout à fait obligatoire. Il y a 20 ans de ça, en Belgique, nous menions des actions équivalentes, notamment contre les marchés aux bestiaux, contre les marchés aux chevaux, contre l'importation des moutons qui venaient d'Angleterre, etc. Et on faisait également embarquer régulièrement, on était souvent arrêtés administrativement. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. À titre personnel, je suis un membre permanent du Conseil du bien-être animal, qui est un comité consultatif du ministère du bien-être animal, qui dépendait jusqu'à peu du ministère de la Santé publique. Tout ça pour vous dire qu'il n'est plus nécessaire pour nous de lutter de cette façon-là, tout simplement parce que le monde politique a pris en considération le bien-être animal. Et maintenant, nous faisons du lobby politique, mais le monde politique est devenu plutôt un partenaire qu'un adversaire. C'est pour ça qu'on a 20 ans d'avance, et c'est pour ça que nous espérons ne plus devoir, dans les quelques années à venir, devoir se faire frapper lors de manifestations anti-corrida, mais qu'enfin, le monde politique se décidera également de bouger et de faire avancer les choses, parce que la corrida, particulièrement, est une honte pour cette France. C'est vraiment la France de la honte, parce que il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai que la corrida est une priorité, dans le sens où la seule motivation de cette barbarie, c'est l'amusement, le divertissement, et c'est pour ça que tant que ça ne sera pas aboli, il y aura très très peu d'avancées sur les autres terrains, parce que tant qu'on tolérera l'amusement autour d'une tombe, comme disait Cabrel, ce sera juste absolument insupportable. Donc voilà, peut-être que j'ai répété beaucoup de choses que vous aviez dit tout à l'heure, mais comme tu m'as passé le micro, il fallait quand même que je dise quelques mots, ça va aller le voyage. Voilà, merci pour votre attention. Oui, on ne peut quand même pas vous en vouloir, après tant d'heures de route, penser quelques mots. Et en plus, je crois que tout le monde va dans le même sens. On est tous convaincus de la justesse du combat. Maintenant, il faut savoir le médiatiser, parce que les médias sont un élément important pour porter le message. Et puis, il faut faire pression. Il faut utiliser des moyens toujours pacifiques, je le précise, parce que on ne pourrait pas soutenir des moyens qui ne le seraient pas, je veux dire, mais on peut faire des manifestations spectaculaires en restant tout à fait pacifique, ce qui est votre cas. Je crois qu'il faut maintenant aller à la rencontre des députés un par un, des sénateurs un par un, des députés européens, il ne faut pas oublier, parce que, je veux dire, l'Europe peut aussi faire avancer la législation au niveau européen, et on a tendance à oublier nos collègues du Parlement européen, et je crois qu'en les voyant un par un, en leur faisant sentir qu'il y a une pression qui s'exerce à la base, c'est à partir de ce moment-là que d'autres personnes vont signer nos propositions de loi, et dès qu'on sera assez nombreux, eh ben, on pourra faire pression pour faire étudier le texte à l'Assemblée ou au Sénat, enfin dans les deux, de toute façon à la fin.
Et c'est important. Et je crois que ce sera important aussi que vous contactiez les sénateurs, puisqu'on a 3 propositions de loi à l'Assemblée. Et je crois que vous ne l'avez pas. Enfin bon, le renouvellement était récent, hein, donc je veux dire voilà. Mais je crois qu'il faudrait rapprocher des sénateurs pour comment pouvoir avoir aussi une proposition de loi qui soit prête au Sénat, de façon à faire avancer le plus efficacement possible cette cause qui est une cause juste. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non? Oui? Oui, vous avez dit tout à l'heure avoir questionné le ministre de l'Intérieur sur les violences dont ont été victimes certains manifestants, enfin les manifestants de votre connaissance. Est-ce que vous avez une réponse ou une piste de réponse au moins? Alors non, je n'ai peu de réponses. Il a un certain temps pour nous répondre, il ne l'a pas fait encore, mais si il ne le fait pas, comment je relancerai c'est une question écrite que je fais. C'est la question écrite, l'avantage c'est qu'elle est publiée, la question comme la réponse, au journal officiel. Et s'il ne le fait pas, je l'interpellerai dans l'hémicycle, puisque si on ne répond pas à la question écrite, il y a la possibilité de la question orale, sans débat, ou de la question au gouvernement, qui peut faire l'objet d'une interpellation. Et là, il est obligé de répondre, puisqu'il répond tout de suite. Donc, je veux dire, j'attends le temps, puisque les ministres ont le droit d'avoir un certain nombre de mois pour répondre, et il n'y a pas urgence, puisque malheureusement les faits sont établis. Enfin, Chantal Giraud, heureusement, se remet. Et ce que je souhaitais, c'était par cette question montrer qu'il y a aussi une certaine forme de pression sur l'utilisation disproportionnée des forces de l'ordre. Je n'en veux pas aux forces de l'ordre. Les forces de l'ordre font ce qu'on leur demande de faire. Hein. Je veux dire, c'est en fonction des ordres qu'ils interviennent. Donc, c'est aux ministres et aux préfets et aux commissaires de police locaux, aux représentants des forces de l'ordre, de faire usage avec parcimonie des forces de l'ordre, et en tout cas de ne pas en faire un usage disproportionné. Et là, je pense qu'il y a eu, sur ce cas précis, je ne me souviens plus du village. Montbourguet. Voilà, Montbourguet, voilà. Je pense qu'il y a eu un usage disproportionné de la force, et c'est pour ça que je souhaitais le faire. L'avantage, c'est que quand la question et la réponse sont publiées au journal officiel, il y a des milliers, des dizaines de milliers de gens qui le lisent. Donc c'est aussi une façon d'exercer une pression pour que les faits ne se renouvellent pas après. D'autres questions? Non, mais écoutez, je vais vous remercier pour cette participation, vous dire qu'on est ouvert à l'Assemblée pour vous recevoir, pour organiser des débats s'il y a lieu, ou pour vous recevoir à d'autres occasions. Et puis, allez-y, faites pression sur vos députés et sénateurs pour qu'ils signent ou qu'ils déposent d'autres propositions de loi. Mais je pense, comme ma collègue Laurence Abeille, que les choses sont quand même en train d'évoluer profondément, qu'il y a un nouvel état d'esprit. Et vous parliez de ma collègue Muriel Maritello, qui était députée de Nice, qui avait déposé la première proposition de loi qui se faisait chahuter dans l'hémicycle. On n'a plus ce type de réaction. Donc ça veut dire que les choses ont évolué, et on a plutôt l'impression que les pro-corrida sont sur la défensive, alors qu'à un moment, ils se considéraient comme absolument inexpudiables. Donc l'état d'esprit est en train de changer, et il faut qu'on profite de ce changement d'état d'esprit pour pousser l'opion et faire adopter définitivement cette proposition de loi, pour qu'on rejoigne nos collègues et amis voisins de Belgique, et qu'on puisse avancer encore sur d'autres combats. Mais c'est vrai que les combats de coq et les corridas sont vraiment des événements dont nous ferions bien de nous passer. Voilà, merci à tous en tout cas, bonne journée, puis j'espère que vous n'avez pas eu trop de soucis avec la grève des transports. J'étais un petit peu inquiet, mais bon,
Je vois que vous avez réussi, malgré les difficultés, à être présents. En tout cas, un grand merci à tous. Et puis, bon retour chez vous et merci pour votre participation encore. Merci.